Il y a quelque chose dans la silhouette d'une famille mobile à un carrefour du Far West qui raconte un désastre avant même qu'un mot ne soit prononcé. On comprend que le vent n'est pas le seul à l'avoir poussé jusque-là. Ce récit ne parle pas simplement d'un abandon. Ça, ce n'est que la poussière sur la route. La vraie histoire commence au moment précis où elle cesse d'espérer un retour impossible et décide de réparer, de ses propres mains, ce que la vie a brisé devant elle. Parce que parfois, les plus grandes renaissances ne naissent pas d'un plan parfait, mais d'un choix fait quand tout semble s'effondrer. Sarah retira la bague et la laissa tomber dans la poussière sans même suivre sa chute. L'anneau d'argent, trop léger, qui n'avait jamais été l'or promis, capta une dernière fois la lumière brûlante du midi avant de disparaître entre les ornières. Ses doigts tremblaient. Elle les força à se calmer. Devant elle, trois routes. Oh non! Les montagnes bleutées, à l'est, les prairies sans fin. Au sud, la ville où sa belle-mère l'avait humiliée. À ses pieds, son sac de voyage, toute sa vie contenue dans deux robes, la montre à gousset de son père et une petite boîte de boutons héritée de sa mère. 2 heures qu'elle attendait là. Le soleil lui brûlait la peau, ses lèvres fendillées avaient le goût de sel et de poussière. Dans sa paume, la montre faisait tic-tac, le même son qu'autrefois dans l'atelier, avant que la fièvre n'emporte son père. Un grincement troubla le silence. Une calèche noire, élégante, mais penchée. Une roue traçait un sillon irrégulier. Si toi aussi tu t'es déjà retrouvé à un carrefour sans savoir quelle direction prendre, écris en commentaire le pays d'où tu nous regardes. Les histoires résonnent différemment selon l'endroit du monde où l'on se tient, et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de nos récits du Far West. Sarah s'approcha sans bruit. L'homme sursauta quand elle parla. Continuez comme ça et vous n'irez pas loin. Les cieux est fissuré. Il la fixa, surpris. La sueur assombrissait son col. La route n'est pas sûre pour une femme seule. Elle ne répondit pas. Elle s'agenouilla près de la roue brûlante. Sa main effleura le moyeu, sentit la faiblesse du bois contre le métal. Vous avez des outils? Il désigna une caisse neuve, encore graisseuse de protection. Du matériel de riche, presque intact. Elle fouilla, trouva une attache à infait, retira sa ceinture de cuir, déchira le jupon déjà abîmé sous sa robe. Tenait la roue, fermement. Il obéit, elle travailla vite. Enroula le fer, serra le cuir, noua le tissu. Tirez, plus fort. La graisse noircissait ses mains, comme celle de son père autrefois. Elle en sentit presque l'odeur. Charbon, métal chaud, fumée. Elle se redressa. La roue tint, l'homme la regarda autrement. Elle s'éloignait déjà. Attendez. Il lui tendit une gourde. L'eau tiède avait un goût de métal, mais elle vida 3 longues gorgées. Mon père tenait un atelier, il réparait les choses. Elle ne savait pas pourquoi elle venait de dire ça. Son regard glissa sur sa robe tachée, l'ourlet déchiré, les boutons manquants. Vous cherchez à aller quelque part? Elle regarda les 3 routes. Elle n'avait toujours pas choisi. Je ne sais pas encore. Il observa sa main gauche, la trace pâle laissée par la bague. De la famille? Non, juste ça. Son sac, il fixa l'horizon. J'ai besoin d'une femme de ménage orange. La dernière est partie. Trop loin de la ville, disait-elle. Il marqua une pause. Elle n'avait pas tort. Les mains de Sarah étaient encore noires. Le salaire? Il sembla surpris. 20 $ par mois, logement séparé. Elle calcula rapidement. Plus qu'une couturière, moins qu'une cuisinière d'hôtel. Et si je veux partir, je pars. Il soutint enfin son regard. Je ne cherche ni décoration ni leçon de bonne manière. On a déjà essayé? Elle toucha le bouton d'os cousu par sa mère. Je ne sais pas faire semblant de toute façon. Quelque chose se détendit dans son expression. C'est à 3 heures d'ici. Elle regarda une dernière fois la route derrière elle. La bague brillait encore faiblement. 2 $ peut-être. La montre de son père battait contre sa hanche, régulière, fidèle. Elle prit son sac, monta dans la calèche. Le cuir chaud craqua sous son poids. Il hésita comme si ce choix était irréel, puis s'installa à côté d'elle. Les rênes sombres glissèrent entre ses doigts, un claquement de langue. Les chevaux avancèrent. La roue réparée tint bon. Sarah ne se retourna pas. Pas vers la bague, pas vers le carrefour. Mais elle sut exactement à quel moment il l'avait dépassé. Elle sentit le moment. La seconde exacte où l'ombre du chariot passa sur ce petit morceau d'argent gisant dans la poussière.
La prairie s'étendait devant eux, rien d'autre que de l'herbe, du ciel et de la chaleur. Pas d'arbres, pas de bâtiments, pas d'autres voyageurs. Juste eux deux, le grincement des roues, le bruit des sabots du jilling et le tintement du harnais en laiton. Le soleil avait dépassé son zénith. Commençant sa longue descente vers l'horizon occidental, elle estima qu'il était peut-être 14 heures. 3 heures plus tard, ils arriveraient au ranch vers 17 heures, avant la tombée de la nuit. C'était bien. Ses mains étaient encore noires. Elle les regarda. De la graisse sous chaque ongle, incrustée dans les lignes de ses paumes. Les mains de son père avaient été comme ça tous les jours de sa vie, jusqu'à ce que la fièvre l'emporte. Elle lui avait lavé les mains après sa mort, les avait frottées avec du savon et une brosse, jusqu'à ce que ses propres mains saignent. La graisse n'était jamais complètement partie, même après la mort. Le fer l'avait maquée. L'homme à côté d'elle n'avait pas dit son nom. Elle n'avait pas donné le sien. Il chevauchait en silence. Le chariot tanguait sur le sol accidenté. L'herbe de la prairie ondulait sous le vent. Elle était vert dorée et atteignait parfois la taille. Les stèles de graines étaient lourdes. Après ce qui lui sembla être 1 heure, il prit la parole. Il s'appelait Silas. Elle attendit. Puis Sarah, il acquiesça. Il n'en dit pas plus. Elle n'en dit pas plus. Un autre moment de silence s'installa. Le soleil était maintenant plus bas. Il était incliné. Les ombres de l'herbe s'allongeaient. Sarah avait mal au dos à force de rester assise raide. Elle se laissa pencher légèrement en arrière. Le siège n'était confortable, mais c'était mieux que de rester debout à ce carrefour. Mieux que de marcher seule sur l'une de ces 3 routes, avec pour seul bagage un sac en toile et 19 cents dans sa poche. Son estomac se noua. Elle avait accepté d'aller dans un ranch à 3 heures de route de tout, avec un homme dont elle ne connaissait pas le nom de famille, pour vivre dans sa maison et travailler pour lui. Sa mère l'aurait traité d'idiote. Son père aurait peut-être compris. La roue grinçait, la même roue qu'elle venait de réparer avec sa ceinture et un morceau de son jupon. Elle pouvait la voir depuis sa place. Le morceau de cuir qui maintenait le pivot empêchait celui-ci de se fendre complètement. Cette réparation provisoire tiendrait peut-être 10 miles, voire 15 s'il roulait lentement. Silas roulait lentement. Le ranch apparut à l'horizon juste au moment où le soleil touchait l'autre bout de la prairie. Une maison blanche, une grange rouge, un corral, et 3 hommes debout près de la grange, observant l'approche de la charrette. La charrette roula dans la cour alors que le soleil touchait l'horizon. La maison avait 2 étages, était recouverte de bardeaux blancs dont la peinture s'écaillait au coin, fonctionnelle, sans prétention. Derrière elle se trouvait une grande grange, peinte en rouge, un corral en cèdre solide et neuf avec une bonne clôture. Les 3 hommes près de la grange cessèrent de travailler et restèrent là à regarder. Silas arrêta la charrette et serra le frein. Les hommes ne bougèrent pas, se contentant de regarder. Sarah serra son sac de voyage dans ses mains. Silas descendit et marcha vers les hommes. Sarah resta dans la charrette. Ses jambes étaient raides après 3 heures passées assises. Le siège en cuir avait laissé des plis sur sa jupe. Nouvelle femme de ménage, dit Silas assez fort pour qu'elle l'entende. Mademoiselle Sarah. Il ne dit pas son nom de famille. Elle ne connaissait pas le sien jusqu'à il y a 1 heure, Cain. Il l'avait mentionné en lui montrant où commençait son terrain. Les 3 hommes acquiescèrent. L'un d'eux souleva son chapeau, laissant apparaître des cheveux gris. Tous 3 étaient âgés. Au moins 50 ans, peut-être 60. Des visages burinés, des dos voûtés, pas les jeunes ouvriers agricoles auxquels elle s'attendait. Ils la regardèrent une fois, puis se remirent au travail. Pas de questions, pas de commentaires. Sarah descendit de la charrette. Ses bottes touchèrent la terre. Ses genoux fléchirent. Elle les raidit. Silas détela le cheval et le conduisit vers la grange. Les 3 hommes le suivirent. Elle entendit des voix basses, mais ne distingua pas les mots. Elle se tenait dans la cour, son sac de voyage à la main, la maison devant elle, la grange derrière, les prairies s'étendant à perte de vue, aucun autre bâtiment en vue, aucune route à l'exception de celle qu'il venait d'emprunter. La porte de la maison était ouverte. Elle s'en approcha. Elle monta 3 marches en bois et traversa un porche dont les planches grinçaient. L'intérieur était sombre après la luminosité extérieure. Elle cligna des yeux, attendit que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Une table en chêne trônait au centre de la pièce principale. 6 chaises à dossier bas l'entouraient,
Seuls 4 étaient assortis. Les 2 autres étaient en bois différent, plus foncé. Un buffet adossé au mur était recouvert de vaisselle empilée. Pas d'armoire, pas de rideaux aux fenêtres, un sol propre, balayé récemment, mais nu. Un escalier étroit et raide menait à l'étage. Elle s'y engagea. Silas l'avait suivi, silencieux. Elle ne l'avait pas entendu. Il passa devant la table et se dirigea vers une porte sur le côté droit de la pièce, qu'il ouvrit. La chambre de la femme de ménage. Sarah le suivit. La pièce était petite, d'environ 3 mètres carrés, avec une fenêtre orientée vers l'est, un lit en fer contre le mur et rien d'autre. Le sol était balayé, en bois nu, sans tapis. « Je vais faire apporter des meubles. » Il dit cela en regardant le sol vide, pas elle. Sarah posa son sac de voyage. Le bruit résonna. Elle se dirigea vers la fenêtre, regarda dehors, pouvait voir les enclos d'ici, la prairie au-delà. Les rats se déplaçaient en vagues avec le vent. « Merci. » Silas hocha la tête. Il partit. Il ferma la porte derrière lui. Sarah resta debout dans la pièce vide. C'était la première fois qu'elle se retrouvait seule depuis des heures. La première fois depuis le carrefour. Elle l'entendait bouger dans l'autre pièce. Des bottes sur le bois, puis le grincement des escaliers. Elle s'assit sur le cadre du lit. Le fer était froid à travers sa robe. Ses mains se mirent à trembler. Elle les regarda trembler. Au début, elle ne parvint pas à les arrêter, puis elle les pressa contre ses cuisses. Elle appuya fort. Les tremblements ralentirent, puis cessèrent. Elle se leva, lissa sa jupe. Les taches de graisse étaient toujours là, noires sur le tissu crème. Ses mains étaient encore sales, elles aussi. Elle avait besoin d'eau, de savon. La pièce lui semblait trop grande, vide. Sa voix résonnait lorsqu'elle parlait. Elle ne parlait pas. Elle ouvrit son sac en toile dans lequel se trouvaient 2 robes, la montre de poche de son père, la boîte de boutons, son tablier en cuir plié en petit au fond. Elle sortit le tablier, le déplia. Le cuir était craquelé. Il y avait des traces de brûlure dues à des étincelles. Il sentait encore la fumée, le charbon et le fer chaud. Elle le tint un instant, puis le replia et le posa sur le sol à côté du lit. Elle avait l'estomac vide. Elle n'avait rien mangé depuis le matin. Une crise cardiaque à un carrefour. C'était il y a plusieurs heures. Elle quitta la pièce et referma la porte derrière elle. La pièce principale était plus sombre à présent. Le soleil avait disparu à l'horizon. Une lumière orange filtrait à travers les fenêtres, mais elle s'estompait rapidement. Elle trouva la cuisine en passant par une porte située de l'autre côté, avec un poêle en fonte contre le mur, encore chaud lorsqu'elle le toucha, et une caisse en bois à côté avec des bûches coupées. Elle ouvrit la porte du poêle, les braises rougeoyaient. Elle ajouta du bois, d'abord de petits morceaux, puis des plus gros. Le feu s'embrassa et des flammes oranges se mirent à lécher les bûches. Un buffet contenait des provisions, du porc salé dans un croque, des tomates en conserve, une boîte étiquetée Croix-Rouge, de la farine dans un sac en tissu, du saindoux, du café, du sel. Elle trouva une poêle. Elle coupa 3 tranches de lard salé. Elle les mit dans la poêle sur le poêle. La viande grésilla. La graisse coula. L'odeur emplit la cuisine. Elle eut des crampes d'estomac. Elle fit des biscuits avec de la farine, du saindoux, du sel, de l'eau de la pompe près de l'évier qu'elle mélangea avec ses mains. La pâte était collante. Elle ajouta de la farine, la pétrit sur le buffet, découpa des cercles à l'aide d'une tasse en étain, les disposa sur une plaque plate, puis enfourna la plaque. Le lard salé était cuit. Elle le transféra dans une assiette, ouvrit la boîte de tomates, les versa dans la poêle avec la graisse et les laissa chauffer. Des pas dans l'escalier. Silas entra dans la cuisine et s'arrêta sur le seuil. Je n'avais pas besoin de cuisiner. J'avais faim. Il acquiesça. Il s'assit à table. La même table en chaîne de la pièce principale s'étendait jusqu'à la cuisine. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant. Elle sortit les biscuits du four, dorés sur le dessus. Elle les posa sur une assiette, apporta le tout à table, le posa devant lui, puis retourna chercher son assiette. Ils s'assirent à l'opposé l'un de l'autre. Elle mangea. Le lard salé était dur. Les biscuits étaient secs. Les tomates étaient trop chaudes. Elle s'en moquait. Elle n'avait plus de crampes d'estomac. Sass sortit un journal de sa poche arrière. La Gazette datée de 3 jours auparavant. Il le déplia. Il lut tout en mangeant. Elle le regarda plier chaque page avec soin, avec précision, sans froisser.
Quand il eut fini de lire, il le replia exactement comme il était. Elle se leva, rassembla la vaisselle et l'apporta à l'évier. Il y avait une bassine en étain. Elle pompa de l'eau, froide. Elle éclaboussa la bassine. Elle trouva un chiffon et commença à laver. La lumière avait presque disparu. Seule une fine ligne orange à l'horizon ouest était visible à travers la fenêtre. Silas se leva. Elle entendit sa chaise racler le sol, ses pas, puis la lumière s'épanouit à côté d'elle. Il avait apporté la lampe à pétrole de la table et l'avait posée sur le buffet à côté de l'évier, assez près pour qu'elle puisse voir. Merci. Ses premiers mots depuis « Je ferai venir des meubles ». Elle acquiesça et continua à laver. Il partit, elle l'entendit monter les escaliers. Une porte se ferma à l'étage, et elle finit la vaisselle, la sécha avec un torchon qu'elle trouva accroché à un clou, la rangea sur le buffet, essuya la table, vérifia le poêle et alimenta le feu pour le lendemain matin. La flamme de la lampe vacillait dans le courant d'air provenant de la fenêtre. Elle la prit, la rapporta dans sa chambre et la posa sur le sol à côté de son sac en toile. La pièce semblait plus petite à la lumière de la lampe, les ombres plus profondes. Elle ferma la porte. Il n'y avait pas de serrure, juste un loquet. Elle le ferma. Puis elle s'assit sur le cadre du lit. Le fer était encore froid. Elle retira ses bottes et les posa à côté du lit. Ses pieds lui faisaient mal. Ses bas étaient humides de sueur. Elle les retira. Ses pieds s'étaient pâles sur le sol en bois sombre. Elle s'allongea sur le cadre de lit nu. Pas de matelas, pas de couverture, juste des lattes de fer. Elle s'enfonçait dans son dos à travers sa robe. Elle se tortilla, essayant de trouver une position qui ne lui ferait pas mal. Impossible. La flamme de la lampe vacillait, faisant bouger les ombres sur les murs. Elle fixait le plafond, les poutres nues. Elle pouvait voir les clous, le grain du bois, une toile d'araignée dans le coin. La montre de son père faisait tic-tac dans la poche de sa robe. Elle la sortit, ouvrit le boîtier. Les aiguilles indiquaient 8h30. Elle la remonta. 13 tours, comme tous les soirs. Elle referma le boîtier et le serra contre sa poitrine. La maison craquait. Était-ce le vent, les fondations ou Silas qui bougeaient à l'étage? Elle ne savait pas. Elle ferma les yeux puis les rouvrit. Le plafond était toujours là, ainsi que la toile d'araignée et les poutres en bois. Elle avait tout laissé derrière elle, la ville, sa famille, l'église où ils devaient se marier, la chambre qu'elle avait louée pendant 3 mois pour organiser un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Maintenant, elle se trouvait dans une pièce vide d'un ranch à 3 heures de tout, avec un homme dont elle avait appris le nom de famille 2 jours plus tôt. Elle aurait dû avoir peur. Elle appuya sa paume contre le cadre en fer du lit. Froid, solide, réel. Demain, les meubles arriveraient. C'est ce qu'il avait dit. Elle ne savait pas si elle le croyait, mais le poêle était chaud quand elle l'avait trouvé. Le sol était balayé. Le bois de chauffage était fendu et empilé. Il attendait quelqu'un. La question était de savoir s'il l'attendait, elle. Les roues du chariot la réveillèrent. Il faisait encore nuit. Sarah ouvrit les yeux. Les poutres du plafond formaient des silhouettes noires au-dessus d'elle. Elle avait dormi peut-être 3 heures, peut-être moins. Le cadre en fer du lit lui avait fait des bleus aux épaules et aux hanches. Chaque respiration lui faisait mal. Elle enfila sa robe de travail grise, la seule autre qu'elle possédait. Elle la boutonna dans l'obscurité. Ses doigts trouvèrent chaque bouton au toucher. Os, 6 au total. Tous étaient là. Elle se dirigea vers la fenêtre. Un chariot couvert était garé dans la cour. Une bâche blanche, les 2 hommes déchargeaient quelque chose à l'arrière. Silas se tenait à côté d'eux, montrant du doigt, donnant des instructions. Sarah se dirigea vers la porte et souleva le loquet. Les gonds grincessaient. Elle traversa la pièce principale. Le plancher était froid sous ses pieds nus. Elle sortit par la porte d'entrée, traversa le porche et descendit les marches. La terre dans la cour était froide, elle aussi, humide à cause de la rosée nocturne. Elle collait à ses pieds. Silas se retourna et la regarda. Son regard se posa sur ses pieds nus, puis revint sur son visage. « Je ne voulais pas te réveiller. » Elle ne répondit pas. Elle regarda simplement les hommes soulever quelque chose enveloppé dans une toile. C'était lourd, ils le portèrent vers la maison. Silas les suivit. Sarah resta dans la cour. D'autres objets sortirent du chariot, un matelas épais. Le tissu était neuf, de couleur crème.
Un lavabo en pain simple. 3 pieds, une petite armoire, également en pain. Un tapis roulé, bleu et crème. Puis la couette. L'un des hommes la déplia pour vérifier qu'elle n'était pas abîmée. Le motif la frappa. Des centaines de petits anneaux de tissu, entrelacés comme des alliances, bleu foncé et crème, cousus à la main, chaque morceau coupé avec précision, chaque couture droite. Elle le fixait du regard. Silus revint, la vit le regarder, l'avait commandé 3 semaines auparavant, avait besoin d'embaucher quelqu'un de compétent. 3 semaines avant que sa roue ne se casse, avant qu'elle ne soit assise à ce carrefour, avant qu'il ne la rencontre. Le timing était parfait s'il avait passé la commande juste après le départ de sa dernière femme de ménage. Elle s'approcha de la couette. L'homme la lui tendit. Elle passa sa main sur le tissu. Du coton de bonne qualité, les coutures étaient serrées. Pas de fils lâches, les anneaux s'entremêlaient dans un motif qui se répétait cercle après cercle après cercle, sans fin. C'est du bon travail. L'homme acquiesça, la plia soigneusement et la porta à l'intérieur. Les 2 hommes firent 4 autres allers-retours et apportèrent tout dans sa chambre. Elle se tenait sous le porche et les regardait travailler. Salas se tenait dans l'embrasure de la porte et leur indiquait où placer chaque pièce. Ses épaules étaient tendues, comme s'il s'attendait à ce qu'elle dise que ce n'était pas bien, qu'elle voulait quelque chose de différent. Cela prit environ 20 minutes. Quand ils eurent terminé, Salas les raccompagna jusqu'au chariot, sortit une pochette en cuir et compta les pièces de monnaie dans la main de chacun. Ils acquiescèrent, montèrent sur le siège du chariot et firent un demi-tour avec les chevaux. Le chariot quitta la cour. Le ciel était plus clair maintenant. Le soleil n'était pas encore levé, mais presque. C'était 7 heures grises avant que le soleil ne franchisse l'horizon. Silas retourna à la maison, s'arrêta au bas des marches du porche et leva les yeux vers elle. Son visage était difficile à déchiffrer dans la faible lumière. « Vous avez besoin d'autre chose? »« Non. » Il acquiesça et se dirigea vers la grange. Elle le regarda s'éloigner d'un pas droit. De longues enjambées. Les 3 vieux cow-boys étaient déjà levés. Elle pouvait les voir s'affairer dans la grange. Elle entendait le bruit des fourches dans le foin, les hennissements des chevaux. Elle retourna dans sa chambre et ferma la porte. Les meubles remplissaient l'espace, le faisant paraître plus petit. Le cadre du lit était contre le mur, à l'endroit où se trouvait l'ancien, avec un matelas suffisamment épais pour que sa main s'enfonce lorsqu'elle appuyait dessus. Le lavabo se trouvait sous la fenêtre, avec un bol et un pichet en porcelaine blanche sur le dessus, bordé d'une bande bleue. L'armoire était contre le mur opposé, les portes fermées. Le tapis était roulé à côté. La couette était pliée sur le lit. Sarah déroula le tapis. Elle le posa à côté du lit. Des bandes bleues et crème étroitement tressées, faites à la main. Quelqu'un avait passé des heures à couper le tissu, à le tresser, l'enrouler et à coudre les boucles ensemble. Les couleurs correspondaient exactement à celles de la couette. Elle souleva le matelas, rembourré de feuilles de maïs. Elle pouvait sentir les feuilles bouger sous ses mains, sentir l'odeur de l'herbe sèche. Il craqua lorsqu'elle le reposa. Elle étendit la couette sur le matelas et la lissa. Le motif en anneaux recouvrait tout le lit, des centaines d'anneaux. Elle en compta 12 en largeur, 15 en longueur, soit 180 anneaux au total. Chaque anneau était composé d'environ 20 morceaux de tissu. Cela faisait 300-800 morceaux. Quelqu'un avait découpé 300-800 morceaux de tissu et les avait cousus à la main. Elle s'assit sur le lit. Le matelas cédait sous son poids, moelleux. Le cadre en fer ne lui faisait plus mal. Elle appuya sa paume contre la couette. Le tissu était frais, lisse, avec des anneaux de mariage. Elle se leva, ouvrit son sac en toile, en sortit ses 2 robes et les secoua. De la poussière tomba sur le sol. Elle ouvrit l'armoire. À l'intérieur, des crochets en bois pour suspendre les vêtements. Une étagère en haut. Elle suspendit les 2 robes. Elle semblait une petite dans l'armoire vide. Perdue. Elle sortit la montre de poche de son père et la posa sur le lavabo à côté du pichet. Le boîtier en laiton reflétait la lumière grise de l'aube qui filtrait par la fenêtre. Elle sortit ensuite la boîte de boutons. Elle l'ouvrit. Des boutons en os, des boutons en L, des boutons en métal, des boutons recouverts de tissu. Son père les gardait dans un tiroir de son magasin. Pour remplacer ceux dont les clients avaient besoin, elle avait pris toute la boîte après sa mort et l'avait posée à côté de la montre. Enfin,
Elle prit son tablier. Elle le déplia. Le cuir était raide, craquelé par endroits, marqué par des traces de brûlure dues aux étincelles. Une des lanières était cassée. Elle avait l'intention de la réparer. Elle ne l'avait jamais fait. Elle regarda autour d'elle, trouva un clou qui dépassait du mur à côté de l'armoire, probablement laissé là par un tableau ou une étagère précédente. Elle y accrocha le tablier. Le cuir pendait de travers à cause de la lanière cassée, mais c'était la première chose qu'elle avait accrochée. Elle recula, regarda la pièce, le lit avec sa couette, le lavabo avec la montre de son père et la boîte de boutons, l'armoire avec ses robes, le tapis sur le sol, le tablier accroché au mur. On aurait dit que quelqu'un vivait ici. Elle s'assit à nouveau sur le lit, posa ses mains sur ses genoux. Ses paumes étaient encore tachées de noir à cause de la graisse à essieu de la veille. Elle devrait les laver. Le savon enlèverait la plupart des taches, pas toutes, jamais toutes. Elle avait la gorge serrée. Elle les déglutit. Déglutit à nouveau. Ses yeux la brûlaient. Elle appuya fortement ses paumes contre ses yeux jusqu'à voir des étoiles. Elle baissa les mains. La chambre était toujours là, toujours réelle. Des pas dans le couloir. On frappa à la porte. Elle se leva, lissa sa robe, s'essuya le visage avec sa manche, même si rien n'était tombé. Oui, la porte s'ouvrit. Salah se tenait dans l'embrasure. Il n'entra pas. Il regarda simplement. Ses yeux parcoururent la pièce. Les meubles, le tablier accroché au mur, puis revinrent sur son visage. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Elle l'interrompit. Ne le laissa pas finir. Ne pouvait pas le laisser finir. S'il en disait plus, s'il proposait de changer quoi que ce soit, quelque chose en elle se briserait et elle ne pourrait plus jamais le réparer. Mieux que ça. Il la regarda longuement. Son visage était plus doux qu'hier, les rides autour de sa bouche moins profondes. Puis il hocha la tête et ferma la porte. Elle écouta ses pas s'éloigner. L'entendit descendre le couloir, sortir par la porte d'entrée. La porte se referma. Elle se rassit sur le lit. La couette était lisse sous ses mains. Des alliances, des centaines. Aucune n'était la sienne. Toutes avaient désormais une signification différente. Le pichet en porcelaine sur le lavabo était plein. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant. Quelqu'un l'avait rempli. Ce matin, avant l'aube, pendant qu'elle dormait sur le lit en fer, elle avait versé de l'eau dans le bol, froide et claire. Elle y avait plongé ses mains. L'eau était devenue grise, puis noire. Elle s'était frotté les paumes, sous des ongles, entre les doigts. L'eau était devenue plus sombre. La graisse avait commencé à partir, mais pas toute. Une partie était restée incrustée dans les lignes de ses paumes, dans les crevasses autour de ses ongles. Elle s'essuya les mains sur sa jupe, les regarda, encore tachées, mais plus propres. La fenêtre donnait sur l'est. Le soleil se levait maintenant, répandant une lumière orange sur la prairie. Elle pouvait voir à des kilomètres à la ronde. L'herbe ondulait, pas d'arbres, pas de bâtiments, pas de route, à part celle qui menait d'ici. Rien entre elle et l'horizon. Elle se retourna vers la pièce. La couette reflétait la lumière du matin. Le tissu bleu semblait presque violet. Le crème semblait doré. Les alliances brillaient. Son dos lui faisait mal à cause des barreaux en fer. Ses épaules étaient meurtries. Ses hanches lui faisaient mal quand elle bougeait. Elle était fatiguée, profondément fatiguée, d'une fatigue que le sommeil ne pouvait pas soulager immédiatement. Mais elle avait maintenant un matelas, un vrai, et une couette, et une chambre qui donnait l'impression que quelqu'un se souciait de savoir si elle restait ou partait. Elle s'allongea sur le lit, sur le côté, et ramena ses genoux vers elle. Le matelas était moelleux, la couette douce sous sa joue. Elle pouvait sentir l'odeur du tissu neuf, des feuilles de maïs séchées, le bois de pin des meubles. La montre de son père faisait tic-tac sur le lavabo, régulière, fiable, le même son qu'elle avait fait dans son magasin tous les jours pendant 20 ans. Elle ferma les yeux. Le sommeil vint rapidement, profond, sans rêve. Quand elle se réveilla, le soleil était haut dans le ciel. Il était au moins midi, peut-être plus tard. Elle entendait des voix dehors et des hommes qui parlaient. Le bruit de coups de marteau, quelque chose qui était construit ou réparé. Elle s'assit, son corps lui faisait encore mal, mais moins. Le sommeil l'avait aidée. Elle se leva et regarda à nouveau autour d'elle. Et en plein jour, la pièce semblait différente, réelle, solide, comme si elle avait toujours été là à l'attendre.
Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. La maison était calme. Silas devait être dehors avec les hommes. Elle les entendait plus clairement maintenant. Quelque chose concernait la clôture nord. Il fallait remplacer le fil de fer. Elle alla dans la cuisine, trouva du pain et du beurre, mangea debout devant le buffet. Le pain était de la veille. Il était dur sur les bords, mais cela lui était égal. Après être sorti, Silas était près de la grange avec les 3 ouvriers agricoles. Il chargeait des outils dans une charrette, des marteaux, des pinces coupantes, des rouleaux de fil de fer barbelés. Il la vit et lui fit un signe de tête. Elle lui rendit son salut. La journée s'annonçait longue. Il y avait du travail à faire, oui, si, une maison à gérer, des repas à préparer, une vie à construire. Elle retourna à l'intérieur et commença à dresser dans sa tête la liste de ce qu'il fallait faire, organiser, ranger. Mais avant tout, elle avait besoin de savoir une chose. Elle avait besoin de savoir si les meubles, et en particulier la couette, avaient vraiment été commandés 3 semaines auparavant, ou s'il avait menti, s'il les avait commandés hier après l'avoir amené ici. Car s'il avait menti, cela signifiait autre chose. Cela signifiait qu'il avait pris sa décision à son sujet avant qu'elle ne prenne la sienne à son sujet. Et elle ne savait pas encore si c'était mieux ou pire. 4 semaines passèrent. Sarah se réveillait désormais avant lui. Chaque matin, elle descendait dans l'obscurité, allumait le feu dans le poêle alors que la maison était encore froide et mettait le café à bouillir. Son odeur emplissait la cuisine au moment où ses pas craquaient dans l'escalier. Il entrait, se servait une tasse, se tenait près du poêle et se réchauffait les mains. Elle cassait des œufs dans la poêle. Il coupait du pain. Aucun des deux ne parlait avant le lever du soleil. Le poêle s'éteignait. Je vais chercher du bois. Il sortait et revenait les bras chargés de bûches fendues. Il les empilait dans la caisse. Elle réglait le registre. Le feu brûlait plus fort. Il mangeait à table. Il lisait la Gazette. Elle regardait de la lumière changer à travers la fenêtre. Quand ils avaient fini, elle faisait la vaisselle. Il essuyait, remettait de la vaisselle dans le buffet exactement à sa place. Puis il allait à la grange. Elle balayait les sols, s'occupait des poules, travaillait dans le potager qu'elle avait commencé derrière la maison. Elle avait rapporté des plants de basilic du magasin lors de leur premier voyage en ville, les avait transplantés, leur avait donné du temps pour grandir. Les plants prenaient racine. 7 centimètres de verdure poussaient à travers la terre noire. L'après-midi, elle lavait les vêtements des hommes, ses chemises, les pantalons des ouvriers agricoles, et s'asseyait sous le porche avec le panier. Il passait parfois à cheval, vérifiait les clôtures, les abreuvoirs. Il lui faisait un signe de tête quand il la voyait. Elle lui rendait son signe. Le soir, il s'asseyait sous le porche après avoir fait la vaisselle. Il fumait sa pipe. Elle raccommodait. Les grillons se faisaient plus bruyants quand le soleil se couchait. Parfois, il parlait du prix du bétail ou du fait que le pâturage nord avait besoin d'être brûlé. Elle écoutait, mentionnait que la porte du poulailler était de travers. Le lendemain, bel et bien était réparée. Pas de discussion, juste fait. À la 3e semaine, elle savait quelle planche craquait, quel brûleur de la cuisinière chauffait le plus, comment il aimait son café, noir, 2 tasses le matin, 1 après le dîner. Elle avait commencé à acheter des Arbuckle à l'épicerie. Il l'avait remarqué, mais n'avait rien dit, il les buvait simplement. Il savait qu'elle gardait la montre de son père sur le lavabo, qu'elle portait la robe grise le lundi, la crème le vendredi, sauf que la crème était maintenant abîmée, donc elle portait de la grise tous les jours. Il avait commandé du tissu en ville. Il l'avait laissé sur son lit, du calicot marron, assez pour 2 robes. Elle en avait coupé et cousu une. Elle était maintenant suspendue dans l'armoire. Elle la porterait la semaine suivante. Le rythme s'était installé, facile, efficace, comme 2 personnes travaillant dans la même forge. L'un chauffe, l'autre martèle, aucun mouvement n'est gaspillé. 5e semaine, mardi matin, elle nettoyait son bureau. Une petite pièce à côté du hall principal, avec un bureau, une chaise, fenêtre donnant sur l'ouest, des étagères avec 3 rangées de grands livres. Elle époussetait. Le chiffon s'est accroché au bord d'un grand livre. Elle l'a retiré de l'étagère. Il s'est ouvert. Des pages remplies de chiffres. Des colonnes. Elle les a regardées tout en le ramassant. Les chiffres étaient faux. Elle a regardé de plus près. Elle a additionné la première colonne dans sa tête. Le total en bas ne correspondait pas.
Elle a vérifié la colonne suivante. Même problème. Elle a vérifié la troisième. Encore faux. Elle a apporté le registre dans la cuisine. Elle l'a posé sur la table, est retournée en chercher deux autres, les a étalés et a commencé à vérifier. Ce soir-là, après avoir fait la vaisselle, elle laisse rester à table. Silas est entré depuis le porche, l'a vue avec les registres ouverts, un stylo à la main, un encrier à côté de son coude, un stylo à plume en acier, du même type que celui que son père utilisait. Elle l'avait trouvé dans le tiroir du bureau. Tes comptes sont faux. Il s'est arrêté, a posé sa pipe sur le buffet. À quel point? Le dernier comptable ne savait pas additionner. Elle tourna un registre, désigna une colonne. Ici, il est écrit 412, mais ça devrait être 398. Elle en désigna une autre. Ici, il est écrit 206. Ça devrait être 143. Il tira une chaise, s'assit, se pencha pour voir. Son épaule touchait presque la sienne. Elle pouvait sentir l'odeur du tabac à pipe, du cuir et de la poussière de la route. Tu peux corriger ça? Oui. Elle travailla 3 nuits. Il lui apportait du café sans lui demander. Il le posait à côté de son coude, la regardait travailler pendant 1 minute, puis repartait. Elle l'entendait monter les escaliers, fermer sa porte. Elle continuait à travailler, la lampe brûlant faiblement, le stylo griffonnant, l'encre de chêne noircissant ses doigts. Elle réorganisa tout. De nouvelles colonnes. Les revenus, les dépenses, les ventes de bétail séparées des coûts d'alimentation, les salaires séparés des fournitures, les dates par ordre chronologique, les sous-totaux chaque mois, les totaux généraux à la fin. Les chiffres racontaient des histoires. En mars, il avait payé 240 $ pour du foin. En avril, 260. En mai, 280. Même fournisseur. Même quantité de foin, prise en hausse, 10% chaque mois, fournisseur 20 $ ici, fin de mois là, assez peu pour ne pas le remarquer, assez pour que cela compte sur une année. Elle lui montra que c'était faux. Il étudia les pages. Son doigt suivait les colonnes, retraçant son travail. Tu es sûr? Oui. Il se rendit en ville le lendemain, revint au crépuscule et entra dans la cuisine où elle faisait frire des côtelettes de porc. La graisse crépitait dans la poêle. Tu avais raison. Le fournisseur nous faisait payer trop cher. Il a dit que c'était une erreur. Il m'a accordé un crédit. De combien? 100 $. Elle retourna les côtelettes. De la graisse éclaboussa la cuisinière. Elle l'essuya avec un chiffon. Bien. Le lendemain matin, un nouveau grand livre était posé sur la table, relié en cuir, avec des pages de garde marbrées, vertes et crème. Elle l'ouvrit. La première page était écrite à l'encre noire. Son écriture, soignée, inclinée vers la droite. Comte de Sarah, 1882. Elle passa son doigt sur les lettres. L'encre était sèche. Il avait dû l'écrire la nuit dernière. Après qu'elle se soit couchée, après avoir compris qu'elle lui avait fait économiser de l'argent, après avoir compris qu'il pouvait lui confier plus que la cuisine et le ménage, elle s'était assise, avait ouvert la première page blanche, trempé la plume, commencé une nouvelle entrée, date, revenu, dépenses, son écriture à côté de la sienne sur la page. Plus petite, plus serrée, mais bien là. Les soirées s'allongeaient. Après la vaisselle, ils s'asseyaient sous le porche. Ils fumaient. Elle raccommodait. Mais le silence était différent maintenant. Pas inconfortable, juste calme. Le genre de calme qui n'a pas besoin d'être comblé. Un soir, il prit la parole le premier. Tu t'es déjà demandé pourquoi je ne vivais pas dans ville? Elle mordit un fil, commença un autre point, raccommodant une déchirure dans la manche de sa chemise. Non, la plupart des hommes riches ont de grandes maisons, des voisins, des réunions paroissiales tous les dimanches. Tu ne veux pas de tout ça, non. Il tira sur sa pipe, le tabac rougeoyait. Trop de performance, elle le regarda. Il fixait la prairie. La lune était levée, pleine et blanche. Elle éclairait l'herbe d'une lumière argentée. Tu veux dire mentir? Je veux dire prétendre être autre chose que ce que tu es. Il tapota sa pipe pour enlever la cendre. Porter les bons vêtements, dire les bonnes choses, aller aux bons endroits, tout cela est faux. Tout cela n'est que pour le spectacle. Elle acquiesça et se remit à raccommoder. Son père disait quelque chose de similaire à propos du fer, qu'il ne prétendait pas être autre chose, qu'il était simplement ce qu'il était, chaud ou froid, courbé ou droit, rouillé ou propre.
Pas de performance, pas de mensonge. Mon père disait, le fer ne joue pas à la comédie, il est simplement. Silus la regarda. La fumée de la pipe s'enroulait entre eux. Elle dérivait dans la brise nocturne. C'est vrai, ils étaient assis là. Les grillons chantaient de plus en plus fort. Un coyote hurla quelque part au nord. Un autre lui répondit au loin. Le son se propagea à travers la prairie. Solitaire, sauvage. Elle termina sa couture, plia la chemise et la rangea dans le panier. Je devrais dormir. Il acquiesça. Elle se leva et entra dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le lit. La couette était lisse sous ses mains. Des alliances, des centaines d'alliances. Elle appuya sa paume à plat contre le motif. Elle sentit les coutures, le travail soigné, le temps et l'attention que quelqu'un avait consacré au tissu, au motif pour qu'il dure. La maison craqua, ses pas dans l'escalier, sa porte qui se fermait. Elle s'allongea, tira la couette sur elle. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. Elle pouvait voir la silhouette du tablier de son père sur le mur, de travers à cause de la sangle cassée. Mais là, suspendue, marquant cet endroit comme le sien, elle ferma les yeux. La montre de son père faisait tic-tac sur le lavabo, régulière, fiable, au même rythme que toujours. Elle pensa au registre où figurait son nom. L'encre était maintenant sèche, indélébile. Pas seulement femme de ménage, pas seulement employée, quelque chose de plus, quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots, mais quelque chose de réel. Le sommeil vint lentement, mais il vint. Le matin arriva. Elle se réveilla avant l'aube, comme toujours. Elle alluma le feu, prépara le café. Il descendit. Ils travaillèrent ensemble dans la cuisine. La même routine, le même rythme, mais différent maintenant. Quelque chose avait changé, comme des engrenages qui étaient desserrés et qui s'emboîtaient désormais. Tout fonctionnait mieux, tout s'emboîtait mieux. Vendredi, la fin de la 5e semaine, elle travaillait dans le jardin derrière la maison. Le basilic mesurait maintenant 15 cm, tout vert. Elle désherbait entre les rangées. La terre était noire sous ses ongles. Ses mains sentaient la sauge écrasée. Elle entendit le bruit d'une roue de charrette et leva les yeux. Une calèche descendait de la route. Une belle calèche, laquée de noir, avec des roues jaunes et une frange rouge sur le toit, trop belle pour un vendredi, trop belle pour une région agricole. Elle se leva et s'essuya les mains sur son tablier. La calèche se rapprochait. Une femme conduisait seule, vêtue de manière trop élégante pour un matin, une robe bordeaux, un chapeau noir avec des plumes sur le côté. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Elle reconnut la calèche. Elle l'avait vue en ville, garée devant l'hôtel, devant le magasin, toujours impeccable, toujours brillante. La calèche entra dans la cour. La femme vit Sarah et sourit. Le sourire ne dépassait pas sa bouche. Madame Adelaide Frost était venue lui rendre visite. La calèche s'arrêta dans la cour. Madame Frost descendit, attacha le cheval à la balustrade du porche et lissa sa jupe. Le tissu bordeaux reflétait le soleil. Il était coûteux et, malgré la route, il n'y avait pas la moindre trace de poussière dessus. Sarah se dirigea vers la maison. Son tablier était taché de saleté. Elle portait la robe en calicot marron que Silus lui avait achetée, pratique et simple. Elle était pieds nus. Elle avait laissé ses bottes dans le jardin. Madame Frost se retourna et la vit d'arriver. Son sourire s'élargit. Il n'atteignait toujours pas ses yeux. Vous devez être la nouvelle aide, pas la femme de ménage. Une aide? Sarah s'arrêta au bas des marches du porche. Ses orteils étaient noirs de terre. Oui, madame, je suis Adelaide Frost, une vieille amie de Silus. Elle regarda Sarah de haut en bas. Le tablier taché de saleté, la robe simple, les pieds nus, les ongles noirs. Quelle rusticité! Le mot resta suspendu dans l'air. Rustique, comme si Sarah faisait partie du paysage. Quelque chose de sauvage, de non civilisé, pas tout à fait humain. Le visage de Sarah s'empourpra. Elle baissa les yeux vers ses pieds. La terre s'était incrustée sous ses ongles, entre ses orteils. Elle ressemblait à une ouvrière agricole. Pire encore, elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais porté de chaussures, quelqu'un qui ne savait pas mieux. Madame Frost monta les marches du porche, le porche de Sarah. Sauf que ce n'était pas le cas, pas vraiment. C'était le porche de Silas, la maison de Silas, le ranch de Silas. Elle ne faisait que travailler ici. Est-il à la maison? Sarah avait la gorge serrée. Non, madame. Il vérifie les clôtures. Oh.
Madame Frost s'assit sur l'une des chaises du porche, celle sur laquelle Sarah s'asseyait habituellement pour faire ses raccommodages, arrangea sa jupe pour qu'elle soit parfaite, propre. Eh bien, je vais attendre alors. Cela ne vous dérange pas? Si? Ce n'était pas son porche, elle n'avait pas à s'en soucier. Je vais faire du thé. Elle entra dans la maison. Ses pieds laissèrent des traces de saleté sur le sol propre. Elle l'avait balayé ce matin. Maintenant, il était à nouveau sale. À cause d'elle, parce qu'elle avait travaillé dans le jardin, comme une employée, comme une simple ouvrière. Dans la cuisine, elle pompa de l'eau. Ses mains tremblaient. La poignée de la pompe était froide. L'eau éclaboussa la bouilloire. De la buée se répandit sur le buffet. Elle l'essuya avec son tablier, laissant une trace de saleté. Elle trouva la belle porcelaine, le service sur l'étagère du haut, en porcelaine blanche avec des fleurs bleues. Elle l'avait lavé une fois, rangé, sans jamais l'utiliser. Maintenant, ses mains sales la touchaient, laissant des traces. Elle essuya les tasses avec son tablier, ce qui ne fit qu'empirer les choses. La saleté s'étala sur la porcelaine blanche. Elle posa les tasses sur un plateau, ajouta des lateillères, le sucrier, le pot à lait. Ses mains tremblaient encore. La porcelaine cliquetait. La bouilloire siffla. Elle prépara le thé, le laissa infuser, porta le tout sur la véranda. Le plateau était lourd. Ses bras tremblaient. Les tasses cliquetaient plus fort. Madame Frost la regarda poser le plateau. Comme c'est joli. De la vraie porcelaine. Je ne savais même pas si Salos en avait. Sarah versa le thé. Sa main tremblait. Le thé déborda de la tasse de Madame Frost et coula dans la soucoupe. Madame Frost haussa les sourcils. Elle ne dit rien. Elle regarda simplement Sarah se servir une tasse. Il y avait encore du thé dans la soucoupe. Le visage de Sarah était de plus en plus rouge. Elle s'assit sur l'autre chaise, celle où Silas s'asseyait habituellement. Elle se sentait mal à l'aise, trop grande, comme une enfant assise sur une chaise d'adulte. Madame Frost but d'une gorgée, fit une petite grimace et posa la tasse. Depuis combien de temps êtes-vous ici? 5 semaines. Eh bien, ça fait un bout de temps. Les yeux de Madame Frost se posèrent à nouveau sur Sarah. Le tablier sale, la robe simple, les pieds nus aux orteils noirs. Vous devez vous sentir seul. Juste vous deux ici. Pas d'autres femmes, pas de compagnie convenable. Les mains de Sarah se crispèrent sur sa tasse. La porcelaine était fine. Elle pouvait la sentir fléchir sous ses doigts. Je ne me sens pas seul. Bien sûr que non. Madame Frost sourit. Ce même sourire. Mais les gens parlent. Vous comprenez? Une femme célibataire, un homme célibataire vivant sous le même toit. Pas de chaperon, pas de famille. C'est un arrangement tellement conventionnel. Ce mot la frappa comme une gifle. Non conventionnel. Une autre façon de dire mauvais, inconvenant, honteux. Je suis la gouvernante. Oh oui, bien sûr. C'est ce que tout le monde dit. Madame Frost reprit sa tasse et but une gorgée. Mais vous savez comment sont les petites villes. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Ils font des suppositions. Et quand une femme vit seule avec un homme, elle laissa sa phrase en suspens, laissant planer l'insinuation. Sarah eut un serrement d'estomac. Elle savait ce que Madame Frost voulait dire. Ce que les gens de la ville disaient, qu'elle était sa maîtresse, qu'elle s'était vendue pour un toit et des repas, qu'elle n'était pas mieux qu'une prostituée, juste avec un nom plus chic. Je travaille pour lui. Je n'en doute pas. Madame Frost posa sa tasse. C'est une situation délicate pour vous deux. J'ai pensé que je devais venir voir par moi-même en tant qu'ami, m'assurer que tout était convenable. Convenable. Sarah eut envie de rire. Il n'y avait rien de convenable chez elle. Elle était une femme seule, abandonnée à un carrefour. Pas de famille, pas de référence, pas de passé dont elle pouvait se vanter sans honte. Elle était montée dans la voiture d'un inconnu, était venue dans son ranch et avait emménagé dans sa maison. Et maintenant, elle portait les robes qu'il lui avait achetées, mangeait la nourriture qu'il lui fournissait et dormait sous la couette qu'il avait commandée. Elle ne possédait rien, n'était rien, juste une aide, juste quelqu'un qu'il avait engagé parce que sa dernière femme de ménage avait démissionné. Madame Frost se leva et lissa sa jupe. « Bon, je devrais y aller. Mais réfléchis à ce que je t'ai dit, Silas, à propos de la soirée mondaine du mois prochain. Ce serait bien pour toi de venir plus souvent en ville. Montrer aux gens que tout est en ordre ici. Des bruits de sabots. » Silas entra dans la cour, vit la calèche, serra les mâchoires.
Il descendit de cheval, attacha sa monture et se dirigea vers le poche, Adelaide. Sa voix était plate, froide. Sarah ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Madame Frost sourit. Silus, te voilà. Je prenais justement le thé avec ta gouvernante. La pause avant gouvernante était délibérée, appuyée. Quelle charmante jeune fille. C'est gentil de votre part. Bon, je dois y aller, mais venez à la soirée. Tout le monde serait ravi de vous voir. Elle se tourna vers Sarah. Son sourire devint acerbe. Et vous, ma chère, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une femme à qui parler, de conseils sur votre situation, venez me voir en ville. Sarah acquiesça. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge était nouée. Madame Frost descendit les marches, détacha son cheval, monta dans la calèche et fit demi-tour. Les roues jaunes brillaient, les franges rouges se balançaient. Elle s'éloigna. La calèche disparut au bout de la route. La poussière retomba. Ni Sarah ni Silas ne bougèrent. Puis il s'assit sur la chaise où Madame Frost s'était assise, prit la tasse de thé et la posa. Elle était encore à moitié pleine. Elle était froide maintenant. Il regarda Sarah. « Elle t'a touché. » Sarah fixait sa propre tasse de thé. Elle était fêlée. Une fine ligne allait du bord à l'anse. Elle ne se souvenait pas l'avoir fait tomber, mais elle était là, cassée comme tout le reste. Elle se leva, prit le plateau, les tasses cliquetèrent, le thé se renversa. Elle l'emporta à l'intérieur, le posa sur la table de la cuisine et resta là, les mains à plat sur le bois. La saleté sous ses ongles était si noire, si épaisse. Elle les avait frottés avant de faire le thé. Cela n'avait servi à rien. La saleté était trop incrustée, impossible à enlever, permanente. Cyrus entra et resta debout dans l'embrasure de la porte. Qu'avait-elle dit? Sarah secoua la tête. Elle ne pouvait pas le regarder. Si elle le regardait, elle verrait ce que Madame Frost voyait. Une femme sans nom, sans passé, sans rien à revendiquer, vivant dans sa maison, mangeant sa nourriture, profitant de sa charité, prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas. Ce n'est pas grave. Si ça l'est, si ça te dérange, ça ne me dérange pas. Elle n'allait pas bien. Elle se tenait dans une cuisine qui n'était pas la sienne, dans une maison qui n'était pas la sienne, dans un ranch qui n'était pas le sien. Depuis 5 semaines, elle faisait semblant que c'était chez elle, qu'elle avait sa place ici, qu'elle était en train de construire quelque chose de réel. Madame Frost avait raison. Elle n'était qu'une aide, une femme engagée par Silus. Et s'il se lassait d'elle, s'il trouvait quelqu'un de mieux, quelqu'un qui lui convenait, elle se retrouverait à nouveau à ce carrefour, ou pire encore. Elle passa devant lui et sortit par la porte arrière pour se rendre dans le jardin, s'agenouilla entre les rosiers basiliques et se mit à arracher les mauvaises herbes avec force et rapidité. Les racines se déchiraient, la terre s'éparpillait. Ses mains tremblaient à nouveau. Elle creusa plus fort pour les faire arrêter. Elle l'entendit sortir, s'asseoir sur la marche arrière. Le bois craqua. Il ne parla pas, il resta simplement assis. Elle continua à travailler. Arracha 3 autres mauvaises herbes. 4, 5. Ses ongles s'accrochèrent aux racines. Un ongle se déchira, du sang coula, fin, rouge. Elle l'essuya sur son tablier et continua à travailler. Elle me l'a rappelé. Sa voix était rauque. Elle s'est éclaircie la gorge sans le regarder et a continué à arracher les mauvaises herbes de ce que je n'ai pas. Elle s'est assise sur ses talons. Ses mains étincellantes, couvertes de terre, de sang et de peau écorchée. Elle les a regardées. C'étaient les mains de quelqu'un qui travaillait, de quelqu'un d'ordinaire, de quelqu'un que Madame Frost pouvait mépriser et prendre en pitié. Je ne possède rien ici. Elle finit par le regarder. Il l'observait. Une pipe à la main, éteinte. Son visage était difficile à déchiffrer. Les meubles, la couette, les robes, les vôtres, la nourriture que je cuisine, la vôtre, la maison que je nettoie, la vôtre. Elle regarda à nouveau ses mains. Je suis juste. Je l'entends travailler jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Silence. Le vent soufflait dans l'herbe de la prairie. Un corbeau croassa depuis le toit de la grange. Puis les marches grincèrent, ses pas dans la terre. Il s'assit à côté de la rangée de basilic, pas tout près. Un mètre les séparait. Il tournait et retournait la pipe entre ses mains. « Tu veux posséder quelque chose ici ?» Elle ne répondit pas. Elle ne savait pas comment répondre. Vouloir était dangereux. Vouloir signifiait espérer. Et espérer signifiait avoir quelque chose à perdre. Il attendit, tournant la pipe entre ses mains.
le soleil brûlant sur eux deux, la terre noire entre les plantes de basilic vert. Finalement, elle parla, d'une voix faible, à peine plus qu'un murmure. Je ne sais pas si j'ai le droit de vouloir ça. Sarah ne répondit pas tout de suite, continuant à arracher les mauvaises herbes. Son ongle déchiré lui faisait mal. Le sang avait cessé de couler, mais l'ongle était abîmé. Elle devrait le couper plus tard, le couper droit. Il repousserait de travers. Elle s'assit, s'essuya les mains sur son tablier, laissant des traces rouges et brunes, un mélange de terre et de sang. J'ai construit ma vie sur des promesses. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Elle regardait le basilic, pas lui. C'était plus facile ainsi. Un homme m'avait promis de m'épouser. Il m'avait dit qu'il prendrait soin de moi après la mort de mon père. Il m'avait dit que je n'aurais pas à m'inquiéter. Je l'arracha une autre mauvaise herbe. Une petite. La racine se détacha facilement. Sa mère m'avait traité de vulgaire. Elle avait dit que je n'étais pas assez bien. Il n'avait pas contredit sa mère. Le jour du mariage est arrivé. Il n'est pas venu. Elle a laissé tomber la mauvaise herbe. Elle s'est essuyée les mains à nouveau. Les traces sont devenues plus sombres. Je ne sais plus comment désirer les choses. Je ne sais pas comment construire sur des promesses. Elles se brisent trop facilement. Le vent soufflait dans les premières herbes. Régulier, constant. Le même vent qui soufflait depuis des semaines, des mois, des années avant son arrivée, continuerait à souffler longtemps après. Cette fois, je pensais que je n'avais qu'à travailler, gagner ma place, prouver que je méritais d'être gardé. Elle regarda ses mains, la saleté, le sang, l'ongle cassé. Mais tu m'as donné des meubles avant que je n'aie prouvé quoi que ce soit. La couette, le tissu pour les adresses, tout cela avant que je n'ai fait assez pour le mériter. Elle finit par le regarder. Il l'observait, le visage sérieux, écoutant, sans l'interrompre. Cela m'effrayait plus qu'Adelaide. Il attendait, ne la pressait pas, car cela signifiait que tu construisais quelque chose. Et j'ai appris que quand on construit quelque chose, cela peut s'effondrer. Et plus on construit haut, plus la chute est dure. Silence. Un corbeau a crié à nouveau, plus loin cette voix. Elle pouvait entendre les ouvriers agricoles travailler dans la grange, le bruit du foin qu'on déplaçait, un cheval qui reniflait. Silas s'est déplacé, a posé sa pipe, a pris une poignée de terre et l'a laissé couler entre ses doigts. Sombre et fine, une bonne terre, le genre de terre où les choses poussent bien. J'étais marié avant que la main de Sarah ne cesse de bouger. Elle ne le regardait pas. Elle fixait simplement les feuilles de basilic. D'un vert vif, veiné, parfaite. La fièvre l'avait emportée. Il y a 3 ans, en janvier, il prit encore de la terre, la laissa tomber. Elle regardait ses mains, elles étaient maquées de cicatrices, comme les siennes. Des cicatrices différentes, le même genre de travail. Elle venait de la ville, d'une bonne famille. Elle pensait que je m'installerais là-bas, que j'ouvrirais un commerce, achèterais une maison sur Main Street, rejoindrais le conseil paroissial. Il s'essuya les mains. La terre tomba. Je pensais qu'elle s'installerait ici. Il ramassa un bâton, traça une ligne dans la terre entre eux, droite, délibérée. Elle détestait ça. L'isolement, le calme, le travail. Elle voulait des voisins, voulait des réunions paroissiales chaque semaine, voulait porter de belles robes et aller aux réceptions municipales. Il traça une autre ligne parallèle à la première. Nous avons essayé pendant 2 ans, tous les deux malheureux, tous les deux prétendant que ça s'améliorerait. Il laissa tomber le bâton, regarda les 2 lignes. Elles ne se touchaient pas, ne se toucheraient jamais. Elle tomba malade en janvier. Le médecin est venu de la ville, mais il lui a fallu 3 jours pour arriver. À ce moment-là, la fièvre était trop élevée. Il a fixé les lignes du regard. Elle est morte en m'en voulant de l'avoir amenée dans un endroit où elle n'avait pas sa place, de lui avoir fait vivre une vie qu'elle n'avait jamais voulu. Il regardait Sarah maintenant, directement, sans détourner les yeux. J'ai juré que je ne referais plus jamais ça, que je ne demanderais plus jamais à quelqu'un de s'adapter à ma vie. Je n'amènerais plus quelqu'un ici qui finirait par me détester pour cela. Il prit sa pipe et la tourna entre ses mains. Le fourneau en argile était lisse, usé, usagé. Puis tu as réparé la roue de mon chariot sans me demander si j'avais besoin d'aide. Tu n'as pas attendu que je te supplie. Tu n'as pas attendu ma permission. Tu as simplement vu ce qu'il fallait faire et tu l'as fait. Il tapota la pipe contre sa paume. Rien n'en sortit. Elle était déjà vide.
Je ne cherchais pas une autre femme qui m'en voudrait. Je cherchais une partenaire qui resterait parce qu'elle le voulait. Pas parce qu'elle le devait, pas parce qu'elle l'avait promis, mais parce que c'était le bon endroit pour elle. Les mots s'installèrent entre eux. Lourds, vrais, impossible de les retirer. Sarah arracha une autre mauvaise herbe. La racine était profonde. Elle a dû creuser autour avec ses doigts, la déloger. Son ongle déchiré s'est accroché à la racine. Elle s'est mordu la lèvre. Elle a continué à travailler. La mauvaise herbe est sortie avec un morceau de terre attaché. Je ne suis pas elle. Je le sais. Je n'ai pas besoin des réunions paroissiales. Je le sais. Elle a posé la mauvaise herbe, a essuyé la terre de ses mains. Tout n'est pas parti. Jamais. Mais si je reste, vraiment, je dois savoir que c'est aussi à moi. Elle le regarda. Son visage était buriné. Des rides autour des yeux à force de plisser les yeux au soleil, des cheveux gris sur les tempes, une cicatrice sur la mâchoire causée par quelque chose. Il n'avait jamais dit quoi. Il n'était plus jeune. Elle non plus. Ils avaient tous deux appris les choses à la dure. Tous deux avaient été brisés. Tous deux avaient appris à se relever après le ranch, les décisions, le travail. Pas seulement les tâches ménagères, pas seulement la cuisine, le ménage et les réparations, tout. Que me demandes-tu? Un partenariat? Le mot sortit clairement. Fort. Un vrai partenariat, pas un emploi. Pas de la charité. Un partenariat. Il l'étudia longuement et attentivement, comme s'il vérifiait des mesures, s'assurant que tout était en place avant de s'engager. Puis il lui tendit la main. Elle la regarda. De la saleté sous ses ongles, comme les siens. Des cicatrices de fils barbelés sur ses jointures. Des callosités dues au travail, endurcies par le travail. Réelles. La main de quelqu'un qui avait construit des choses, réparé des choses, fait durer des choses. Elle prit sa main. Ils se serrèrent la main. Pas doucement, pas gentiment, mais fermement, avec force. Comme les hommes se cernèrent la main lorsqu'ils concluent un marché aux bestiaux. Quand l'argent change de main, quand des accords sont conclus, cela a de l'importance. Sa poigne était forte, ferme, ses calcités rugueuses contre sa paume. Sa main semblait petite dans la sienne, mais sa poigne égalait la sienne. Une pression pour une pression. Des partenaires égaux, donc. Partenaires, ils se serrèrent la main. 3 secondes, 4, 5, puis ils se lâchèrent. La paume d'Acera picotait là où la sienne avait été. Elle la frotta contre sa cuisse. La saleté s'étala. Elle se leva, brossa la saleté de ses genoux. Elle collait à sa robe, à son tablier, à ses mains. Elle était maintenant toute sale, la terre et ce dont les choses poussent. Je devrais finir de désherber. Il se leva aussi, ramassa sa pipe, brossa la saleté de son pantalon. Je devrais aller vérifier le pâturage sud. J'ai entendu des coyotes la nuit dernière. Ils se tenaient là, à 1 mètre l'un de l'autre, le basilic entre eux, la prairie s'étendant autour d'eux. Le ranch s'étendait comme quelque chose construit pour durer, quelque chose qui valait la peine d'être construit. Puis il hocha la tête. Une fois tourné, il se dirigea vers la grange. Elle le regarda s'éloigner d'un pas décidé, à grandes enjambées, comme elle l'avait vu le premier jour au carrefour, lorsque sa charrette avait roulé péniblement vers elle. La roue cassée traînant derrière elle, elle s'agenouilla à nouveau, ramassa une autre mauvaise herbe et la tira. La racine sortit proprement. Elle la mit de côté et passa à la suivante. Ses mains ne tremblaient plus. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle fixait le plafond. Le clair de lune donnait aux poutres un aspect argenté. Elle l'entendait bouger à l'étage, le craquement des planches, l'eau qui coulait, sa porte qui se fermait. La maison s'installait dans les bruits de la nuit, le vent, les grillons, les craquements occasionnels du poêle qui refroidissait. Elle pensait à sa main et à la sienne, à la façon dont elle semblait solide, réelle comme du fer, et qui avait été travaillée, martelée, trempée et testée. Le genre de main qui symbolisait un partenariat. Pas un mariage, pas un emploi, quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle construisait de ses propres mains, avec ses mains. Elle repensa aux paroles de Madame Frost. Les gens parlent. Qu'ils parlent. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Elle savait ce que c'était. Silas aussi. Cela suffisait. Mais savoir ce que c'était et en avoir la preuve étaient deux choses différentes. Une poignée de main était privée, cachée.
Personne d'autre ne l'avait vu. Personne d'autre ne savait. Et si quelque chose arrivait, s'il tombait malade, s'il mourait, si sa famille venait réclamer le ranch, elle n'aurait rien, aucune preuve, aucun statut, juste une autre femme travaillant pour un homme qui lui avait montré de la gentillesse. Elle avait besoin de plus qu'une poignée de main. Elle avait besoin de quelque chose de légal, quelque chose qui ne pouvait lui être enlevé, quelque chose qui disait qu'elle appartenait à cet endroit, non pas parce qu'il le lui permettait, mais parce que c'était son droit. Le sommeil fut lent à venir, agité. Elle se réveilla 2 fois, une fois à cause du vent qui faisait vibrer la fenêtre, une fois à cause d'un bruit qu'elle ne parvint pas à identifier. Peut-être un rêve, peut-être rien. Le matin arriva. Elle se réveilla avant l'aube, comme toujours. Elle alluma le feu et prépara le café. Il descendit. Ils travaillèrent ensemble en silence. La même routine, mais différente désormais. Tout était différent. Après le petit déjeuner, il se rendit à son bureau. Elle entendit les tiroirs s'ouvrir, les papiers s'agiter, le grattement du stylo sur le papier. Cela dura 1 heure, peut-être plus. Puis il est sorti, s'est dirigé vers la cuisine où elle pétrissait du pain, les mains, la salle et son tablier couvert de farine, et il portait des papiers officiels et épais, de couleur crème. Elle pouvait voir des écritures, à l'encre noire, dense. Il les a posées sur le coin de la table, loin de la fleur. J'ai besoin de ta signature. Elle a regardé les papiers, puis lui. Son visage était sérieux, calme, comme s'il avait pris une décision et qu'il en était sûr. Elle s'essuya les mains sur son tablier. La fleur était presque entièrement dépoussiérée. Elle prit les papiers, lut le premier, le contrat de partenariat, Iron Creek Ranch entre Siluska et Sarah Hawthorne. Elle le lut attentivement. Chaque mot, chaque ligne, un langage juridique, mais suffisamment clair, un partenariat égal dans l'exploitation du ranch, un droit de regard égal dans les décisions, une part égale dans les bénéfices. Si l'une des parties souhaitait dissoudre le partenariat, les actifs seraient répartis à parts égales. Si l'une des parties décédait, l'autre hériterait de sa part. Pas un mariage, pas un emploi, un partenariat, légal, contraignant. Ses mains se mirent à trembler à nouveau. Elle posa les papiers, appuya ses paumes à plat sur la table. La poussière de fleurs s'éleva, puis retomba. Elle ne pouvait pas finir. Elle n'avait pas les mots pour décrire ce que c'était. Il tira une chaise et s'assit. Nous devrons le déposer au tribunal. Pour que ce soit officiel, mais je voulais que tu le lises d'abord. Assure-toi que c'est bien ce que tu veux. Elle reprit les papiers. Elle les lut plus lentement. Chaque clause, chaque disposition, son nom y figurait, écrit de sa main. Sarah Hawthorne. Partenaire. Quand as-tu rédigé cela? Hier soir, c'est après notre conversation. La nuit dernière, alors qu'elle était allongée, éveillée, se demandant si une poignée de main suffisait, il était monté à l'étage pour rédiger ce document, le rendre réel, le rendre permanent. Pourquoi? Il la regarda. Ce regard direct qu'il avait, celui qui voyait à travers tout, allait droit au but. Parce qu'une poignée de main est privée, ceci est public. Cela signifie que tu possèdes la moitié de tout ce qui se trouve ici. Pas parce que je suis gentil, pas parce que tu travailles dur, parce que tu es ma partenaire, légalement égale. Si quelque chose m'arrive, ce ranch est à toi. On ne peut pas te le prendre. On ne peut pas le remettre en question. Sa gorge se serra. Elle déglutit. Déglutit à nouveau. Les papiers devinrent flous. Elle cligna des yeux. Ils revinrent nets. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi si c'est juste. Si c'est ce que tu veux. Elle relut. Les mots n'avaient pas changé. Partenariat. Égal, légal, réel. C'est juste. Il se leva, alla dans son bureau, revint avec le stylo, celui à plume en acier et le flacon d'encre. Il les posa à côté des papiers. Signe. Elle trempa alors la plume. La plume ressortit noire. Elle la tapota 1 fois, 2 fois contre le bord du flacon, puis elle signa. Son écriture était plus petite que la sienne, plus soignée. Chaque lettre était formée avec soin. Sarah Hawthorne, partenaire. L'encre était humide, brillante. Elle posa le stylo. Elle ne souffla pas sur l'encre. Elle la laissa simplement sécher. Un silus signa sous son nom en tant que témoin. Puis il le data.
Le 15 septembre 1882. 3 mois et demi depuis ce carrefour. Depuis la roue cassée, depuis qu'elle a été montée dans son chariot, avec pour seul bagage un sac de voyage et 19 cents. Maintenant, elle possédait la moitié d'un ranch. Il plia les papiers et se leva. J'apporterai ça en ville Ludi. Je les classerai comme il se doit. Elle acquiesça. Elle ne pouvait pas parler. Si elle parlait, quelque chose se briserait dans sa poitrine et elle ne pourrait plus le refermer. Il partit, retourna dehors. Elle entendit la porte se fermer. Elle resta là, la farine sur la table, la pâte à pain en attente, les mains tremblant si fort qu'elle dut s'agripper au bord de la table. Un partenariat, légal, réel, le sien. Elle regarda ses mains, toujours sales, toujours marquées par le travail, mais maintenant, c'étaient les mains de quelqu'un qui possédait quelque chose, de quelqu'un qui appartenait à un endroit, de quelqu'un qui avait construit quelque chose qui durerait. Elle se remit à pétrir le pain. La pâte était molle, élastique. Elle la poussa, la poussa à nouveau. Le rythme la stabilisa. Le mouvement familier, l'odeur de la levure et de la farine, et la chaleur du fourneau. Au moment où le pain levait, elle avait cessé de trembler. L'après-midi, elle travaillait à nouveau dans le jardin. Il fallait récolter le basilic. Elle coupa les têtes, laissa les tiges. Elle repousserait. C'est ainsi que fonctionnait le basilic. On le coupait et il repoussait plus fort. Elle entendit des bruits de sabots, leva les yeux. Silas revenait du pâturage sud à cheval. Il la vit, lui fit un signe de tête. Elle lui rendit son signe. Comme tous les jours, même routine, mais tout était différent maintenant. Ce soir-là, il s'assit en dessous le porche après avoir fait la vaisselle. Il fumait. Elle raccommodait. Les grillons chantaient. Le soleil se couchait. Le ciel devint orange, puis violet, puis noir. Il parla le premier. « Tu veux aller te promener demain? Les ruisseaux coulent bien après la pluie de la semaine dernière. » Oui, tout simplement. Facile. Des partenaires qui font des projets. Les étoiles apparurent, nombreuses et brillantes. Elle pouvait voir la voie lactée s'étendre dans le ciel comme du lait renversé. Elle termina ses raccommodages, plia la chemise et la rangea dans le panier. Je devrais aller dormir. Moi aussi. Ils rentrèrent à l'intérieur. Il verrouilla la porte. Elle porta la lampe. À l'escalier, ils se séparèrent. Il monta. Elle est allée dans sa chambre. Elle a fermé la porte et posé la lampe sur le lavabo. Elle a regardé autour d'elle les meubles, la couette, le tapis, le tablier accroché au mur. Tout cela lui appartenait désormais. Ce n'était ni emprunté, ni donné. C'était à elle. Elle s'est assise sur le lit et a retiré ses bottes. Ses pieds étaient propres ce soir-là. Elle les avait lavés avant le dîner, en frottant pour enlever la saleté. Il sentait encore la sauge. Cette odeur qui ne partait pas au lavage, mais restait imprégnée dans la peau. Elle s'allongea et tira la couette sur elle. Des alliances, des centaines, bleues et crèmes, parfaitement cousues. Elle appuya sa paume contre le motif, sentit le tissu, le travail, le soin apporté. Demain, ils iraient à la crique, feraient des plans pour les semences du printemps. Ils parleraient d'agrandir le jardin, de construire un poulailler assez grand pour accueillir plus de poules. Toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, formaient une vraie vie, une vie qu'elle construisait de ses propres mains. Elle ferma les yeux. La montre de son père faisait tic-tac, régulière, fiable, le même rythme depuis 20 ans. Le fer ne fait pas de performance. Il disait simplement qu'il était là. Elle apprenait cela. Apprendre à être sans faire semblant, sans jouer un rôle, simplement exister en tant qu'elle-même. Sarah Hawthorne, partenaire, propriétaire, femme qui réparait les choses cassées et construisait des choses qui duraient. Le sommeil venait facilement, profond, sans rêve. À son réveil, le café serait déjà en train de couler, le pain déjà en train de lever, et une journée de travail bien remplie l'attendrait. Comme toujours, même rythme, même partenariat. Mais maintenant, quand les gens de la ville chuchotaient, quand Mme Frost souriait, son sourire froid. Quand quelqu'un se demandait si Sarah avait sa place ici, il y avait des papiers au tribunal qui disaient le contraire, légaux, contraignants, permanents. Elle avait sa place ici parce qu'elle l'avait méritée, parce qu'elle l'avait construite, parce qu'elle l'était à elle. 3 semaines passèrent. Les papiers du partenariat étaient classés au tribunal.
Le nom de Sarah était inscrit dans les registres du comté à côté de celui de Silus, propriétaire à part égale de Ranch Iron Creek. Ils étaient allés en ville le lundi, comme il l'avait dit, étaient entrés ensemble au palais de justice et avaient déposé les documents. Le greffier les avait regardés par-dessus ses lunettes, avait lu le document, avait regardé Sarah, puis Silas l'avait tamponné sans faire de commentaire et l'avait classé dans le grand livre relié en cuir où étaient conservés les registres fonciers. En sortant, ils avaient croisé Madame Frost sur la promenade. Elle les avait vus, avait commencé à sourire, puis s'était arrêtée. Quelque chose dans leur façon de marcher côte à côte, ni devant ni derrière, l'avait fait hésiter. Elle avait hoché la tête et avait continué son chemin. Pas de questions, pas de commentaires. La nouvelle s'était répandue, pas rapidement, mais régulièrement, comme c'est souvent le cas dans les petites villes. Le jeudi, le propriétaire du magasin avait demandé l'avis de Sarah pour commander les stocks d'hiver. Le samedi, le banquier lui avait fait un signe de la tête dans la rue. La deuxième semaine, plus personne ne posait de questions. Sarah Hawthorne, associée, propriétaire foncière, femme qui avait réparé une roue de charrette cassée et s'était construit une vie à partir de la terre et du travail et de la volonté d'un homme de la voir s'en sortir. Nous étions maintenant en octobre. La chaleur était tombée. Les matins étaient frais. L'herbe de la prairie était passée du vert au doré. Le jardin était presque entièrement récolté. Les tomates étaient en conserve. Les herbes étaient séchées et suspendues aux poutres de la cuisine. Basilic, Sage et Tim, leur odeur remplissait la maison. Sarah se réveillait avant l'aube. Comme toujours, mais c'était plus facile maintenant. Le matelas ne lui faisait plus mal au dos. La pièce ne résonnait plus. Ses robes étaient suspendues dans l'armoire. Elle en avait maintenant 3. Une marron, une grise et une nouvelle bleue qu'elle avait cousue à partir d'un tissu acheté en ville par Silus. Le tablier de son père était toujours accroché de travers au mur. Elle l'avait regardé la veille, avait touché le cuir craquelé, les traces de brûlure, puis l'avait laissé là. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être réparées. Elle descendit et alluma le feu. Le poêle s'est rapidement enflammé. Elle avait appris exactement combien de petits bois il fallait, comment positionner la bûche pour que le courant d'air tire correctement. Le café était en train de bouillir lorsque ses pas ont craqué au-dessus de sa tête. Il est descendu, s'est versé une tasse et s'est tenu près du poêle. Elle a cassé des œufs dans la poêle. Il a coupé du pain. Leurs mains bougeaient l'une autour de l'autre, habituées, efficaces. Aucun mouvement inutile. Ils mangèrent. Il lut le journal de la veille. Elle regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à se lever. Une lumière orange à l'horizon. La prairie s'étendait à l'infini. Chez eux. Il posa le journal, le plia soigneusement. Qu'est-ce qui doit être réparé? Elle y avait réfléchi. La balustrade du porche était toujours lâche. Elle avait l'intention de le lui dire. Je m'en occuperai aujourd'hui. Il but son café, posa la tasse. Quoi d'autre? Autre chose. Que changerais-tu? La maison est aussi la tienne. Que voudrais-tu de différent? Elle regarda autour d'elle dans la cuisine. Les fenêtres nues, les murs nus, tout était fonctionnel, propre, mais peut-être faudrait-il des rideaux pour le salon. Il acquiesça. De quel genre? Simple. Rien d'extraordinaire. Juste quelque chose pour filtrer le soleil l'après-midi. Tu veux les choisir ou je les commande sur catalogue? Je peux les choisir. La prochaine fois que nous irons en ville, ce sera vendredi. Nous, pas moi, toujours nous maintenant. Petit déjeuner. Il est allé réparer la balustrade du porche. Elle a entendu le martèlement, le bruit du bois remplacé, de nouvelles planches solides, du genre qui ne pourrissent pas avant des années. Elle a fait la vaisselle, vérifié le garde-manger. Fait une liste de ce dont ils auraient besoin pour l'hiver, farine, sucre, café, sel, haricots, semoule de maïs. La liste s'allongeait. Elle la montrerait à Silas plus tard. Ils commanderaient ensemble, décideraient ensemble, en partenaire. Et en milieu de matinée, il est entré. « Tu veux aller te promener? » Elle a levé les yeux de son pétrissage. « Où ça? »« Au ruisseau. L'eau coule bien. Je n'y suis pas allé depuis un moment. » Elle a recouvert la patte d'un torchon, s'est essuyé les mains. « Oui. » Ils sont sortis ensemble,
On dépassait la grange où les 3 ouvriers agricoles nettoyaient les étables. On dépassait le corral où les chevaux somnolaient au soleil. De l'autre côté de la cour, à travers le pâturage nord, l'herbe était haute, les graines lourdes. Elles effleuraient la jupe de Sarah, laissant des morceaux de balles collés au tissu. Le sol était irrégulier, parsemé de terriers de chiens de prairie et de monticules de gaufres. Elle regardait où elle mettait les pieds, le soleil était chaud mais pas brûlant. L'air sentait l'herbe sèche, la poussière et le lointain. Un faucon tournait haut dans le ciel, profitant des courants thermiques. Son ombre passa au-dessus d'eux, disparut en une seconde. Le ruisseau apparut, Iron Creek, large de 6 mètres. Une eau peu profonde, claire et froide, qui coulait sur des pierres laisses. Des saules sur la rive hêtes, jeunes, peut-être âgés de 10 ans. Leurs feuilles commençaient à virer du jaune-vert au doré. Ils s'assirent sur la rive. L'herbe était douce, aplatie par le bétail qui venait s'abreuver. L'eau produisait des sons discrets, un murmure constant, le même son qu'elle produisait depuis des années et qu'elle produirait encore pendant des années. Sarah ramassa une pierre, grise, lisse, polie par le courant. Elle la retourna dans sa main. Pourquoi s'appelle-t-il Iron Creek? Silas se pencha en arrière, regarda l'eau et dit, j'ai trouvé des gisements de minerais de fer quand j'ai acheté le terrain. Tout un filon passe par là. Il est profond. Il ramassa sa propre pierre et la jeta dans l'eau. Elle coula avec un plouf. Des ondulations se propagèrent puis s'estompèrent. Ayer est venu de Denver, l'a testé et a dit qu'il y avait du fer là-dessous. Du bon fer, mais pas assez rentable pour être exploité et dont l'extraction coûterait plus cher que sa valeur. Il s'essuya les mains sur son pantalon. La plupart des hommes auraient été déçus. J'étais soulagé. Pourquoi? Parce que cela signifiait que le fer pouvait simplement être là. Je n'avais pas besoin de l'utiliser. Je n'avais pas besoin de l'extraire. Le simple fait de savoir qu'il était sous terre me suffisait. Il la regarda comme cette valeur qui existe sans être exploitée. Elle comprit, comme le stock de fer de son père. Des barres, des tiges et des tôles qu'il n'avait jamais utilisées. Il les gardait juste au cas où. Le simple fait de les avoir lui suffisait. Le simple fait de les savoir présentes. Que vas-tu planter au printemps? Elle pensait à tout. Des haricots, des courges, des tomates, peut-être du maïs si nous pouvons éloigner les corbeaux. Plus d'herbes, médicinales aussi. De la févrole, de la camomille, des choses que nous pouvons utiliser. Tu veux un terrain plus grand? Oui, 2 fois plus grand que celui que j'ai actuellement. Je demanderai aux hommes de retourner la terre en mars, de la préparer. Ils s'assirent, l'eau continuait de couler, le soleil continuait de monter, les ombres raccourcissaient puis recommençaient à s'allonger. Tu as déjà pensé à partir? Demanda-t-il. La question ne la surprit pas. Elle y avait parfois pensé elle-même tard dans la nuit. Quand le vent soufflait fort, quand la maison craquait, quand l'isolement pesait. Non. Et toi? Non. Il ramassa une autre pierre. Il ne la lança pas. Il la tint simplement dans sa main. Mais tu pourrais. Les papiers sont en règle. Tu en possèdes la moitié. Tu pourrais vendre ta part, prendre l'argent, aller où tu veux. Je sais. Je veux que tu saches que tu peux le faire. Elle le regarda. Son visage était sérieux, ouvert, il était sincère. Il ne la testait pas. Il ne la menaçait pas. Il constatait simplement un fait. Je ne veux pas. Il acquiesça, posa sa pierre. Bien, ils restèrent assis. Confortablement. Le genre de confort qui s'installe quand 2 personnes se comprennent. Quand les mots ne sont pas nécessaires, quand le simple fait d'être ensemble suffit. Un coyote hurla quelque part à l'ouest. Un autre lui répondit. Le son se propagea à travers la prairie, sauvage, solitaire, magnifique. Sarah se leva et pousseta sa jupe. Silas se leva aussi. Ils traversèrent les hautes herbes, passèrent devant les enclos, devant la grange et entrèrent dans la cour. La maison se dressait, blanche dans la lumière de l'après-midi, la peinture s'écaillant encore aux angles. Elle avait parlé de repeindre. Il avait dit, l'été prochain, ils le feraient ensemble. Choisissez la couleur ensemble. Probablement du blanc à nouveau. Mais leur choix, leur décision, ils s'arrêtèrent sur les marches du porche. La nouvelle rampe brillait, en bois clair, fraîchement coupé, solide. Merci, dit-elle. Pourquoi? Pour avoir demandé ce qui devait être réparé. C'est aussi ta maison.
Elle doit être comme tu le souhaites, pas seulement la maison, le ranch, la vie, tout. La sienne, la leur, construite ensemble à partir de roues cassées, de saleté et de travail honnête. Elle monta les marches. Il la suivit. Ils entrèrent. La maison sentait le pain. La pâte avait levé. Elle la façonna en pain et les mit à cuire. La chaleur du four remplit la cuisine. Bien. Il s'assit à table, ouvrit le grand livre et fit des entrées. Elle travaillait à côté de lui, épluchant des pommes de terre pour le dîner. Le silence complice qu'ils avaient construit. Petit à petit, jour après jour, semaine après semaine. Ce soir-là, ils mangèrent à la table. Du pain tout juste sorti du four, du beurre, les dernières tomates du jardin, un repas simple, un bon repas. Ils parlèrent du bétail, de ceux qu'il fallait vendre, de ceux qu'il fallait garder pour la reproduction, de la clôture qu'il fallait vérifier, de la commande de fourniture avant la première neige, de petits projets, de vrais projets, ceux que l'on peut réaliser. Après le dîner, ils s'assirent sous le porche. La nouvelle balustrade était lisse sous sa main. Il fumait. Elle raccommodait. Les grillons chantaient fort, avec insistance, comme en automne, différemment de l'été, avec urgence, comme s'ils savaient que le temps était compté. Les étoiles apparurent, nombreuses, brillantes. Elle pouvait tout voir. La grande ours, la ceinture d'Orion qui s'élevait, la voie lactée comme une rivière de lumière dans la nuit noire. « Tu es heureuse ici ?» demanda-t-il. Elle continuait à coudre, l'aiguille capturant la lumière des étoiles qui scintillaient comme de l'argent. Dedans, dehors, dedans, dehors, réparant les choses déchirées. Oui, un seul mot, mais il contenait tout. Le carrefour, la roue cassée, la pièce vide, les meubles, la couette, le registre avec son nom, les papiers du partenariat, le jardin, le ruisseau, le fer à repasser en dessous, tout. Moi aussi. Ils s'assirent. La nuit s'approfondissait, se refroidissait. Elle termina sa réparation, plia la chemise et la rangea dans le panier. Je devrais dormir. Moi aussi. Ils rentrèrent. Il verrouilla la porte. Oh, elle porta la lampe. À l'escalier, ils se séparèrent. Il monta. Elle alla dans sa chambre. Elle ferma la porte, posa la lampe sur le lavabo. La montre de son père était posée à côté du pichet en porcelaine, tic-tac, régulier. Elle la remonta de 13 tours, comme toujours. Elle regarda autour d'elle. Tout était à sa place, tout lui appartenait. Le lit, l'armoire, le tapis, le tablier accroché de travers au mur. Elle s'approcha du tablier, toucha le cuir, craquelé, brûlé, authentique, l'odeur de fumée, de fer et de travail encore faiblement perceptible dans le grain. « Je l'ai fait, papa, » murmura-t-elle. « J'ai construit quelque chose qui tiendra. » Elle s'assit sur le lit, retira ses bottes. La couette était lisse sous ses mains. Des alliances, des centaines, bleues et crème, avec des coutures parfaites. Elle s'allongea, tira la couette sur elle. Le tissu était doux à cause des lavages, usé aux bons endroits. Aimé, utilisé, réel. Où elle ferma les yeux, écouta. La maison qui s'installe, le vent dehors, Silous qui monte à l'étage, sa porte qui se ferme, le tic-tac de la montre de son père, les sons familiers, les sons de la maison. Demain, elle se réveillerait avant l'aube, allumerait le feu, préparerait le café. Ils descendraient, ils travailleraient ensemble. La même routine, le même partenariat, construire quelque chose jour après jour, quelque chose qui durerait. Elle pensa au carrefour. Il y a 4 mois, il y a une éternité, 3 routes se séparaient. Elle était assise là, sans rien, sans direction, sans espoir, juste de la poussière, de la chaleur et du vide. Elle avait choisi la route de l'Est, où c'était elle qui l'avait choisi. Quoi qu'il en soit, elle était ici maintenant, non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, mais parce que c'était là qu'était sa place. Partenariat, propriété, foyer. Le faire ne fait pas de performance. Son père disait qu'il était simplement là. Elle avait fini par comprendre cela, comment être sans faire semblant, sans jouer un rôle, simplement exister en tant qu'elle-même. Sarah Hawthorne, partenaire, propriétaire, femme qui réparait les choses cassées et construisait des choses qui duraient. Le sommeil venait facilement. Un sommeil profond, le genre de sommeil qui ne vient que lorsque vous savez où est votre place.
lorsque vous savez que vous l'avez mérité, lorsque vous savez que c'est à vous. La dernière chose qu'elle entendait était la montre de son père. Tic-tac, régulier, fiable, marquant le temps, transformant les heures en jours, les jours en semaines, les semaines en une vie. Une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, avec de la saleté et du travail, et la volonté d'un homme de la voir clairement, de se tenir à ses côtés, de construire ensemble quelque chose qui tiendrait. Il y a quelque chose de calme qui s'installe quand une histoire comme celle-ci se termine. Pas exactement du soulagement, pas de la satisfaction, juste ce poids familier de savoir que certaines choses ne peuvent être réparées par des promesses, mais seulement par le temps et le travail accompli côte à côte. Beaucoup d'entre nous se sont déjà trouvés à la croisée des chemins. Peut-être pas avec 3 routes poussiéreuses et une alliance dans la boue, mais avec ce même sentiment de vide, ne sachant pas quelle direction prendre. Et peut-être que certaines d'entre nous apprennent, comme Sarah, que les meilleures relations ne se construisent pas sur le sauvetage ou la romance, mais sur la compétence et le respect, sur 2 personnes qui se voient clairement et choisissent de rester malgré tout. Nous n'avons pas toujours droit à une fin dramatique. Parfois, c'est juste un café à l'aube et des mains qui savent où les choses doivent aller. Parfois, c'est un partenariat enregistré au tribunal et un potager qui a besoin d'être labouré au printemps. De petites choses, des choses réelles, celles qui durent. Ce n'est pas grave si cette histoire ne se termine pas de manière parfaite. La vie est rarement parfaite. Sarah a toujours de la terre sous les ongles. La peinture de la maison s'écaille encore au coin, mais elle possède désormais la moitié d'un ranch et cela lui suffit. C'est même plus que suffisant. Merci d'avoir accompagné Sarah et Salas ces dernières semaines. Merci d'être resté pendant les moments calmes, d'avoir écouté jusqu'au bout. Le silence retombe sur la frontière, mais les récits ne meurent jamais. Abonne-toi et rejoins-nous pour la prochaine aventure, car tant qu'il y aura un horizon à contempler, le Far West continuera de vivre à travers nos histoires.